Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wakepark, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sesh, la série de podcasts où on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Sirech, l'un des pionniers du wake cable en France. Il est aussi fondateur de Unleashed Wake Magazine et patron de Spotty Ride. Salut Philippe. Salut Xav. On est dans le 12e là, dans un petit Ibis au calme à Paris. Pourquoi on est là d'ailleurs? Alors on est là parce que je vais faire une intervention lors du Global Sport Summit qui va se passer à l'Arena. Et demain j'interviens au niveau du tourisme sportif. Ça c'est dans le cadre de ma nouvelle activité de Spotty Ride, l'application que tout le monde connaît maintenant au niveau de la glisse. Et voilà, je vais faire une intervention en anglais sur expliquer qu'est-ce que Spotty Ride va amener au tourisme sportif en France et dans le monde. Ouais, c'est un gros événement qui pousse un peu le développement du sport business, on va dire, c'est ça? Ouais, c'est le sport business, c'est toute la semaine, donc ça a commencé lundi et ça va finir vendredi, et il y a un peu tout ce qui se passe au niveau du sport et tout ce qui tourne autour du sport, donc autour des athlètes, autour du business, autour des nouvelles startups qui se montent sur le sport. Il y a le tremplin qui est actif aussi sur cette édition, et on a aussi le Welcome City Lab qui fait partie du tourisme et qui s'occupe du tourisme sportif, qui a aussi une grosse quote-part sur la partie sport et tourisme du Global Sport Week, comme on appelle ça. Donc t'es là pour 2 jours avec ta femme Ouais. qui t'accompagne, qui est aussi dans la boîte. Et je te remercie de nous accueillir ici. C'est pas ton hôtel, pas encore. Non, c'est Mais pas on a encore réussi à le- avoir une petite salle pour tourner le podcast, donc c'est top. En tout cas, je te remercie encore. Monsieur Philippe Sirech, tu vas pouvoir te présenter à nos auditeurs et auditrices. Qui es-tu? D'où viens-tu? Parle-nous un peu de comment tu as découvert le wake. Oh là là, c'est la longue histoire. Donc Philippe Sirech, donc j'ai 54 ans cette année. Je suis plutôt jeune. Donc j'ai découvert le wakeboard en 1994. Donc ça nous ramène vraiment très très loin. Au départ, j'ai fait pas mal de sport dans ma vie. J'ai commencé à l'âge de 3 ans parce que mon père était moniteur de ski, et on a commencé dans une station, on était en Espagne, et c'est lui qui m'a initié un peu à toutes ces activités qui sont de la glisse. Et au départ, c'était de la glisse sur neige. Donc la neige, évidemment, c'est de l'eau gelée. Donc déjà, j'ai toujours eu un peu cette acquaintance à glisser sur des éléments liquides. Donc j'ai commencé tout petit, donc, et j'ai fait une carrière de sportif aussi, mais plus dans le ski et le slalom, où après je suis passé dans toute la partie freestyle avec le ski de boss, et notamment avec notre cher ami que tout le monde connaît qui s'appelle Edgar Gros-Piron et qui a été vainqueur aux Jeux Olympiques. Ouais. Enfin, moi, je ne suis pas allé jusque-là, mais j'étais avec lui. On a fait quelques compétitions ensemble déjà, mais enfin, puisqu'on a le même âge tous les deux. Comme je pourrais dire aussi que j'ai à peu près le même âge de Patrice Martin, mais même qui est un peu plus vieux que moi. Et aussi, on a fait pas mal de choses ensemble. On va en parler un peu plus tard. Donc, en suivant ma carrière sportive, je suis tout le temps resté dans le sport. Et j'ai fait mon armée aussi, mon service militaire dans le sport, où j'étais chasseur alpin, et j'ai fini guide en haute montagne, où je faisais de l'escalade, et je faisais instructeur de ski aussi et instructeur de haute montagne. Ok. Et après, je suis vraiment arrivé. Ça, c'est jusqu'à quel âge à peu Ça, près? c'est à peu près jusqu'à 18 ans. Donc, Ok. tu vois un peu, j'avais déjà une Ah ouais. carrière de 3 ans à 18 ans. Déjà, j'avais une carrière de sportif. C'était pas du professionnel, c'était plus du semi-professionnel, parce qu'évidemment, il fallait suivre les études en même temps. Donc, moi qui n'étais pas super dans les études, donc au final, j'étais pas mal en sport. Donc, mais j'ai quand même pas pu faire sport-études, parce que évidemment, pour faire sport-études en France, il faut quand même avoir un certain niveau à l'école, et ce niveau à l'école, au départ, c'est vrai que je l'avais pas trop, quoi. J'étais plus parti pour aller faire un peu de l'extrême, sauter des marches en vélo, enfin ma mère était déjà assez folle depuis tout petit, parce que j'étais déjà dans tout ce qui se fait le plus extrême, mais j'ai essayé. Ouais. Et le ski a été une partie de ces sports extrêmes, puisque avec le ski de boss, au départ, il y avait vraiment pas, tout le snowboard et tout ça n'existait pas, donc il fallait bien qu'on se rabatte sur. Pour nous, c'était le skate des jeunes actuellement, en fait, tous ces sports extrêmes là, c'était nous le ski de boss, et donc moi je suis parti plus là-dedans.
Et donc j'ai commencé toute ma carrière jusqu'à 18 ans en faisant tous ces sports-là. Et après, à partir de 18 ans, je suis sorti de l'armée. Donc là, il fallait évidemment trouver un boulot. J'avais fait quelques études quand même. J'avais fait des études en électronique. Donc ça m'avait permis d'avoir un diplôme d'électronique. C'était pas un bac technique, mais c'était un BEP d'électronique. Et ça m'a permis de travailler dans l'électronique donc, en suivant mes études. Sans jamais oublier mon aspect sportif, parce que bien sûr, travailler, c'était bien, il fallait gagner sa vie, puisqu'avec le sport, j'arrivais pas à gagner ma vie, mais quand même, je continuais le sport à côté, quoi, à côté de mon activité professionnelle. Donc là, c'est là, à partir après l'armée, je me suis mis au supercross en moto, donc c'était aussi un sport extrême, mais aussi l'été, je me suis mis au ski nautique. Ok. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, ça c'était avant les années 90, donc c'était 88. Où j'ai commencé le ski nautique. Donc il y avait une structure, j'habite à Toulouse, il y avait une structure qui s'est montée de téléski nautique, parce que ce téléski nautique il s'est monté suite au championnat du monde de ski nautique qu'il y a eu à Toulouse-Sesquières, donc en 85, et c'était le projet, après les championnats du monde de ski nautique, de monter un téléski nautique et de faire que la base de loisirs de Sesquières devienne un des premiers téléskis nautiques de France. Donc au départ, il n'y avait pas beaucoup de téléskis nautiques en France, tu sais, l'histoire, il y avait 5 téléskis nautiques en France, donc il n'y avait vraiment pas beaucoup, et donc moi j'étais sur le téléski nautique de Sesquières, et sur le téléski nautique de Sesquières, évidemment, le wakeboard n'existait pas encore, donc on faisait de la figure, on faisait du saut, et on faisait du slalom, parce que le téléski, il était fait il avait la taille idéale pour pouvoir faire du saut, du slalom et des figures en téléski nautique. Ouais, il avait été conçu pour ça. C'était conçu pour ça. Ouais. Et il y avait des épreuves de téléski nautique en saut, slalom et figure. Donc ça permettait à nous, toute l'équipe de Sesquières, qui était une association, de pouvoir s'entraîner sur ce téléski-là. Donc on avait 2 entraînements par semaine. Donc c'était le soir, c'était le mardi et le jeudi soir, où on faisait ou un coup de slalom, ou alors un coup de figure, et un coup de saut, évidemment, il y avait le tremplin. Donc, et moi je faisais vraiment le combiné. J'étais sur ces 3 disciplines-là au départ. Ok. Donc tu as commencé direct en téléski, t'es même pas passé par le bateau. Moi, je suis même pas passé par le bateau, tu vois. Le truc, ça a été le téléski nautique. Pourquoi? Parce qu'à Toulouse, il y avait un téléski nautique. Donc, et moi, quand j'ai découvert le ski nautique, c'était vraiment le coup de cœur et puis le téléski nautique. Et puis le téléski nautique, si tu veux, c'est déjà plus friendly que le bateau. Le bateau, t'es tout seul derrière. Tu t'entraînes avec ton coach, il est dans le bateau. Ok, là, t'as tes potes, quoi. Tes potes, ils sont sur le ponton et tous les soirs, on était super contents de se retrouver le mardi soir tous ensemble et d'aller se faire des sessions de vitesse. Enfin, tu vois, c'était vraiment des sessions rapides parce que là, le téléski, il montait jusqu'à 58 km/h. Ouais, donc c'était 4 poulies et 58 km/h. Donc il fallait déjà avoir des sacrés bras et être bien accroché dans les virages parce qu'à 58 km/h, tous ceux qui connaissent le téléski, il y a déjà pas mal de monde qui se fait sortir, quoi. Ouais. C'est bon ça. Donc ok, donc tu découvres le téléski à Sesquières, là tu pratiques à fond donc les 3D. À fond, ouais. On s'entraîne pour faire de la compétition, évidemment. Ouais. On était une association et tout. Et il y avait les meilleurs Français étaient à Sesquières, notamment Maxas Navarro qui faisait de la figure d'ici, et Fabrice Magana, tu vois, qui sont les meilleurs Français en ski, en combiné sur téléski nautique. Et c'est avec eux que je m'entraînais, quoi. Et eux, c'était des gamins par rapport à moi. Ouais. Moi, j'étais déjà le vieux j'étais déjà tonton Phil, déjà, même quand j'ai commencé le ski nautique. D'accord. Eux, c'était vraiment des jeunes. Ils avaient entre 11 et 14 ans, quoi. Ah oui, c'était vraiment tout jeune, quoi. C'est bon ça. Et alors la suite, comment ça s'est passé après? Alors la suite, évidemment, j'ai continué le ski nautique. Et quand le wakeboard est arrivé en France, donc j'ai eu un déclic. J'ai appris ça il y avait une compétition que Jean-Claude Durousseau organisait à l'époque. Il travaillait pour la Fédération française et en 94 ou 15. C'était dans ces eaux-là, pareil. Il commençait à organiser des premières compétitions. Donc moi, j'ai commencé à entendre que le wakeboard arrivait des États-Unis. Je me suis de suite intéressé à la pratique, tu vois. J'ai dit, ah ouais, qu'est-ce que c'est? C'est un sport et ça rentre... même si je faisais de la figure en ski nautique, qui était mon côté freestyle, si tu veux, au niveau de la compétition, parce que moi, c'est ce côté freestyle que je recherchais, si tu veux, au final. Et le côté freestyle, avec le wakeboard, il arrivait de suite, quoi. Parce que tous les gens, ils sautaient partout, ça bloquait, ça envoyait des sauts pairs. Enfin, moi, c'était mon truc, quoi. Ouais. Mon truc, c'était, il fallait envoyer, quoi. Il fallait envoyer du saut pair, faire du spectacle. Enfin, moi, le sport, c'était plus du spectacle, c'était donner envie aux autres de te regarder et de faire des sauts et d'envoyer, de se faire monter l'adrénaline. Donc, c'est pour ça que dès que le wakeboard est arrivé en France, on s'est emparé de cette discipline et on a vraiment tout fait pour que ça monte et ça en est là où ça en est aujourd'hui, quoi. Ouais. Génial. Et donc là, tu vas voir cette compète qui est organisée. Ouais. Et là, tu tombes amoureux, quoi. Là, je tombe amoureux et je me dis dans ma tête, c'est ça que je veux faire.
Ok. Donc j'ai dit, je veux faire ça et je veux en faire mon boulot, tu vois. Enfin, Ok. j'avais même pas imaginé quoi que ce soit. Je lui ai dit, ben, Je vais bosser ça peut, là-dedans. ouais, je veux en faire mon travail et qu'est-ce que je vais faire pour en faire mon travail, tu vois. Donc les années passent, enfin, je commence à me mettre là-dedans, il y a tous mes potes qui me suivent, je vends tout mon matos de ski nautique. D'un coup, Ouais. mes skis de saut, mon ski de slalom, ma savonnette et tout, j'ai tout vendu d'un coup et j'ai acheté mes premiers wakeboards. Ok. Donc j'ai commencé à acheter mes premiers wakeboards. Après, nous on a eu la chance à Toulouse qu'il y a un magasin qui s'appelait New Way, enfin les premiers magasins New Way et qui commençait à distribuer du matériel de wakeboard parce Ok. que lui, Philippe Chac qui est devenu un pote au final, à la fin, enfin qui est toujours mon pote évidemment, avec lequel on a développé pas mal d'associations, et notamment la Wakeboard Family, et toutes les premières associations françaises qui se sont montées. Donc lui, il avait ce magasin-là, et il a dit, pourquoi il distribuait des snowboards, puisque le snowboard était déjà là, et il a dit, pourquoi je distribuerais pas des wakeboards en même temps. Donc du fait, il a distribué des wakeboards, et du fait, nous, on s'est retrouvés comme potes, donc lui, il était à Toulouse, et après, il a monté sa petite team, et il a dit, bon les gars, je vais vous fournir des wakeboards, et puis vous allez aller faire des compétitions un peu partout. Ouais. Donc c'est comme ça un peu que ça a débuté au départ. Donc on a monté une team qui s'appelait la Wakeboard Family, tu vois, de Toulouse, avec Philippe. Et au départ, on a commencé à faire des compétitions de wakeboard sur câble. Ouais. Mais on ne s'est pas arrêté à ça. Donc on a dit, on a une bonne association, on a dit, le wakeboard, ça vient des États-Unis, mais c'est aussi derrière bateau. Et donc, on a réussi à s'associer avec Gilles Becker, tu vois, qui est un vieux de la légende vieille aussi, aussi, ouais. une légende du snowboard à l'époque et une légende du wakeboard. Donc, à tous les trois, lui, Philippe qui avait un magasin, moi qui avais ma société, je commençais déjà, j'avais monté ma première société de sécurité, donc je développais la sécurité électronique dans les banques. Donc, ça me ramenait ça me ramenait de l'argent, ça me permettait de vivre. Ouais. Et avec cet argent-là, on s'est tous les trois regroupés, Gilles aussi qui avait un peu d'argent de côté. Donc pour acheter le premier bateau de wakeboard français avec le moteur derrière, tu vois, le X-Star, il venait juste de sortir. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de bateau avec un moteur derrière. Ouais. Donc on a acheté le premier bateau et on a monté le premier club de wakeboard bateau sur la Garonne. C'était en 97. Eh bien. Voilà, une belle histoire aussi, tu vois, où on a vraiment fait les deux. Ok. Donc là, moi j'allais au câble aussi en même temps, et en même temps on avait l'association, on a donc créé une association qui était donc la Wakeboard Family, et sur ce bateau, on avait pris un pilote qui s'appelait Benjamin Kans, tu vois, qui était un des anciens Westskate, qui a un peu amené la nouvelle culture Westskate, tout ce qui se passe, et Léo Labadin s'en sort, en fait tous les nouveaux sortent de là, mais celui qui était au départ, c'était vraiment Benjamin Kans, qui a amené le Westskate en France, parce que lui, il faisait du wakeboard au départ, mais il s'est tellement défoncé les genoux en wakeboard derrière le bateau qu'il pouvait plus faire de wakeboard au bout d'un moment. Mais bon, il avait 17 ans, 18 ans, tu vois. Enfin, 18 ans, il avait, ouais, puisqu'il travaillait pour nous. Il avait 18 ans et donc il s'est dit, bon, mais je vais pas quand même arrêter le wakeboard. Et puis moi, j'adore le wakeboard. Et donc, il a eu cette sensation de se mettre sur un westskate. Donc, les westskates arrivaient aussi en même temps que le wakeboard à peu près la même période. Et il s'est mis à rider derrière le bateau en westskate. Et depuis ce jour-là, il n'a jamais arrêté de faire du westskate. Et d'ailleurs, il a mis Léo au westskate. Il a mis un peu toute cette nouvelle génération qui arrivait vraiment après au westskate. Ouais. Quoi. C'est génial. C'est vraiment les pionniers, quoi. C'est ouf. Ouais, voilà, là on va parler un peu de l'histoire, de ce qui s'est passé avant, de ce que personne ne connaît. Et je suis vraiment ravi, Xavier, que tu me donnes l'opportunité de pouvoir m'exprimer à ce sujet, parce que cette histoire-là, j'ai vraiment envie de la raconter. Mais Et j'ai grave. vraiment envie que les jeunes, ils s'en emparent et qu'ils sachent pourquoi maintenant le wakeboard en est là où il en est et pourquoi le wakeskate en est là où il en est, quoi. C'est pas venu par hasard, quoi, tu vois. Ouais. C'est arrivé petit à petit et on a Avec du travail, avec on de la a- passion. enfin, c'était pas du boulot, c'était de la passion et on était tous des passionnés. Tu sais que quand on est passionné par quelque chose, on n'a plus l'impression de travailler. Ouais, Donc, c'est ça. Ouais. c'est vrai, mais le but du jeu, c'était vraiment après de développer des business dans le sport, un peu comme ça s'est passé sur la surf industry, tu vois, où ils ont développé toutes les marques et tout ça. Nous, le but du jeu, ce qui est arrivé dans la foulée après, parce que moi, j'ai pris la direction aussi à la fédération des équipes de France et c'est ce qui m'a permis d'amener les équipes de France
en déplacement sur des championnats du monde et tout ça, toujours au niveau du câble, parce que j'avais cette compétence-là, j'avais cette compétence d'organisateur d'événements et d'organisateur de travel et d'accompagner les équipes et tout ça. Donc ce qui m'a permis d'amener toutes les équipes de France, que ce soit au championnat d'Europe à Budapest ou alors au championnat du monde en 2003 en Australie. Enfin, tu vois, on a vraiment travaillé pour développer tout ça. Et ce qui m'a permis, après l'Australie, justement, de se dire, il n'y a pas de magazine de wakeboard en France. Enfin, ils avaient commencé à en sortir un, si tu veux, à la fédération, mais ça n'avait pas perduré, si tu veux. Jean-Claude Desrousseaux avait commencé à mettre ça en place en Wake service. and Ski Magazine. Wake and Ski Magazine, tu vois. Et c'était vraiment... je peux y tirer mon chapeau, parce que celle qui a vraiment inventé ça, c'est la mère à François Roy. Je ne sais pas si les gens vont se rappeler de qui est François Roy. François Roy, c'était un rider français qui allait faire sa vie aux États-Unis, qui était tout petit et qui était hébergé chez les Bonifay. Il était là-bas, et sa mère, elle travaillait aux États-Unis. Et sa mère, quand elle est rentrée des États-Unis, c'était vraiment en 96 ou 94 ou 95, c'est elle qui a initié vraiment Wake and Ski. Et Wake and Ski, ça vient vraiment des États-Unis par la mère à François Roy, qui en a parlé à Jean-Claude Desrousseaux et qui ont développé ce premier magazine de wakeboard en France, qui était fou, où tout le monde on était déjà tous des fans de ce magazine. Et c'est ce qui m'a donné après l'idée de vraiment développer un pur magazine wakeboard, parce qu'au Wake and Ski, il y avait ski nautique, tu vois, il y avait les deux disciplines, et nous avec Unleash, on a vraiment voulu sortir le magazine corps de wakeboard, et qu'on a sorti en 2004, quoi. Donc c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 19 ans. Ouais, là t'as été très très vite, hein. Tu nous as dit plein de trucs d'un coup. C'est normal, ça donne trop envie d'en savoir plus. Est-ce que tu peux revenir un peu en arrière et redétailler comment est né le magazine? Donc pour Unleash Wakeboard Magazine, c'est né après les championnats du monde qu'on a fait en Australie, où on est parti avec l'équipe. On était sponsorisé par une marque célèbre qui s'appelle Konas. Et d'ailleurs, Gonzo, je le remercie de nous avoir sponsorisé, tu vois. Donc c'est vrai qu'on avait déjà marqué l'équipe française sponsorisée par Konas dans des trucs de wakeboard. On était toujours assez youpi. On était super rock'n'roll au niveau du wakeboard. Donc en revenant des États-Unis, donc on a décidé lors de notre trip de l'Australie, pardon. Notre trip équipe de France-Australie, on avait donc loué des camping-cars, on a fait un trip de 20 jours sur l'Australie. Donc on a fait les deux championnats du monde. On a fait le championnat du monde de câble, qui était le premier week-end, et le deuxième week-end, il y avait le championnat du monde bateau aussi en Australie, qui était à Sydney, lui par contre. Le premier était à côté de Cairns, et le deuxième était à Sydney, donc ça nous a permis un peu de visiter toute la Gold Coast en camping-car. Et lors de ce trip en camping-car, on a déliré sur le nom du magazine et tout ça, et avec toute l'équipe, on a commencé à choisir, à parler de noms et tout. Et on a dit, il y avait un jeu de wakeboard à l'époque qui s'appelait Unleash Wakeboard Sean Murray, voilà. Donc on est parti un peu sur le délire là, et puis on a dit, il y avait déjà Border Magazine aux États-Unis, on avait rencontré justement l'éditeur de Border Magazine en Australie, pardon. Et donc Border Magazine en Australie, et on avait discuté avec lui sur la faisabilité de faire un magazine. Il nous a dit ça pose pas trop de problème. Donc on a passé un Unleash Wakeboard Magazine, et on a sorti le magazine justement en rentrant de l'Australie. Donc notre premier reportage dans le magazine, c'était vraiment dans le numéro 1, on a vraiment le reportage des championnats du monde qu'on a fait en Australie, quoi. Mais comment tu montes ça? Parce que là, toi, t'as pas forcément une expérience dans ce domaine de création de magazine. Comment ça part le truc? Le feeling. On était 3 associés au départ. Donc il y avait Olivier Lebert, il y avait Reynald Tanier aussi, qui lui maintenant a monté un autre magazine qui s'appelle Handle. Et donc au feeling, on a travaillé tous les 3. Reynald était bon en design, moi j'étais bon en commercial, et Olivier il était bon en organisation. Donc les 3, on a réussi à mettre tous ces ingrédients ensemble pour faire le magazine. Donc moi j'allais chercher la pub, Olivier s'occupait de toute l'organisation et de tout l'administratif de la société, parce que évidemment pour sortir un magazine il a fallu qu'on monte une société, qu'on s'associe, qu'on monte une société. Donc ça, il y avait toute une complexité. Donc à savoir que le premier magazine quand même on l'a financé sur nos fonds propres, et après c'est vraiment que le numéro 2 où on a réussi à trouver des partenaires, on a réussi à intéresser des partenaires. Mais c'est vrai qu'au départ c'est pas évident d'aller démarcher les partenaires et de leur dire les gars, on arrive, on va publier un nouveau magazine. C'est un magazine de wakeboard. Déjà les gens, c'est quoi de magazine de quoi? De wakeboard. Oui, d'accord. Bon, même si on commençait à travailler avec les marques corps du milieu comme Liquid Force
Ronix et déjà toutes ces marques-là qui étaient déjà sur le milieu. Il a fallu quand même aller chercher d'autres sponsors et d'autres annonceurs justement pour entrer dans le magazine. Ouais. Donc c'est vrai que quand on parlait wakeboard à l'époque, on nous prenait un peu pour des extraterrestres. Bon, mon acuité commerciale a bien marché si tu veux et j'ai réussi à convaincre pas mal de gens de commencer à investir dans le magazine et petit à petit on est monté en puissance quoi. Et du numéro 1 au numéro, maintenant, on a ressorti plusieurs éditions, mais l'édition, ça a fini à l'édition internationale, on avait sorti 79 numéros, donc on sortait à peu près un numéro tous les 3 mois. Et c'était vraiment bien pour l'époque parce que sortir Ouais, 4 numéros par an déjà, tu vois, énorme, c'était ouais. déjà énorme. Enfin, et on avait vraiment de quoi dire, quoi, parce qu'il y avait des événements, parce qu'il se passait vraiment beaucoup de choses à cette époque-là autour du wakeboard, quoi. Et il y avait vraiment une grosse appétence d'une communauté qui arrivait là-dedans et qui voulait vraiment découvrir ce nouveau sport qui arrivait en France, quoi. Ouais, trop bien. Ça, c'est pareil, c'est pionnier du wakeboard, c'est énorme. Pionnier du d'avoir lancé magazine, ce pionnier du magazine. wakeboard, ouais, c'est toujours bien raconté. C'est vrai que je suis passionné, c'est vrai que je vais peut-être. Ah bah ouais. Et donc ça, c'était, tu dis 2000. Ça, c'était 2004. Ouais, en rentrant Donc, tu vois, d'Australie. rentrant d'Australie, donc Donc après là, le championnat du monde. bon, là, il reste encore 20 ans, donc tu vas Ouais, nous bon, raconter ouais, qu'est-ce qui s'est passé depuis, parce qu'il y a déjà beaucoup. Là, Parce on que, est déjà à parce 20 que minutes. ouais, c'est clair, c'est vrai que bon, donc pour dynamiser tout ce milieu et tout ça, on a été obligé de créer les premières associations de wakeboard. On travaillait aussi avec la fédération, mais c'est vrai que la fédération à cette époque-là, c'était pas comme maintenant. Tout ce que vous arrivez à faire, tout ce qu'ils ont arrivé, je dis vous parce que je sais que tu étais encore toujours un peu partie de la fédération, mais c'est vrai que tout ce que la fédération arrive à faire maintenant, c'est un peu parce que nous on a poussé pendant 20 ans derrière pour qu'on arrive à avoir une reconnaissance au Ouais, niveau c'est du ça. wakeboard, mais au départ, je peux te garantir qu'elle n'y était pas et je vais peut-être choquer beaucoup de personnes par rapport à ce que je vais dire et les mots que je vais employer. Mais au départ, le téléski nautique, ils appelaient ça le manège à blaireau. Bon, si tu veux, c'était pas très reconnaissant parce que tout ce qui était autour du téléski nautique, on était quand même des athlètes. On arrivait à avoir des résultats. On avait gagné. Enfin, on n'était peut-être pas sur les premières marches du podium parce que c'est vrai que les Allemands étaient déjà super en avance par rapport à ce qui se faisait en compétition. Ouais. Et ils avaient déjà pas mal d'années d'avance sur nous parce que même le téléski, même si on a eu les premiers téléskis en France, et le premier c'est Barcarès, il a plus de 50 ans cette année. C'est vrai qu'en Allemagne, ils étaient déjà super avancés au niveau, puisque quand même le téléski nautique, ça a été inventé par Bruno, et c'est en allemand, donc ça vient vraiment de chez eux. Donc Ouais. ils avaient déjà pas mal d'avance. Donc nous, il a fallu qu'on rattrape toute cette avance. Mais c'est vrai qu'avec la fédération, on avait du mal à avancer, parce que la fédération, elle était à cette époque-là vraiment axée ski nautique, et ils avaient le sport de haut niveau sur le ski nautique. Et c'est vrai que nous, pour avoir, en tant qu'équipe de France, pour avoir des budgets, il fallait se lever tôt, et pour pouvoir décrocher, tu vois, un minimum, même déjà pour aller en Australie, il a fallu se débrouiller sur nos fonds propres. Et même quand j'étais là-bas, la Fédé était censée prendre en charge nos inscriptions, et jusqu'au dernier moment, on n'était pas inscrit. Ouais. Si tu veux, je me suis vraiment battu pour vraiment arriver à amener les équipes de France, enfin, c'était vraiment Ouais, pas évident au c'était la début. débrouille C'était ouais. vraiment la débrouille. Et maintenant, par rapport à maintenant, où Ça a ils ont bien vraiment changé, un ouais. staff derrière, ils vont accompagner toutes les équipes de France, et le wakeboard, ça a bien augmenté, tout ça. À l'époque, il fallait vraiment se battre parce qu'ils étaient vraiment, la fédération française, elle a pas changé, le W, si tu veux, c'est arrivé parce que nous, on faisait une blague pendant le salon nautique, où un soir, nous, on avait un stand, un leash à côté, à côté du stand de la Fédé, évidemment. Chaque année, on faisait le salon nautique depuis une vingtaine d'années. Et le W est arrivé parce qu'un soir, on a déliré. Et puis moi, je découpais un W dans une feuille en papier. Et je suis allé le coller. Et d'ailleurs, la photo, elle existe toujours. Il y a toujours moyen. Je suis allé le coller à côté du logo de la Fédé, quoi. Et ça faisait FFSNW. Et jusqu'à cette époque-là, il n'y avait pas de W. Mais après, le W est vraiment arrivé officiellement un peu plus tard. En 2009, ouais, je crois. ouais, voilà. Donc, c'est quelques années après. C'est vraiment quelques années après où on a réussi à quand même faire intégrer ce W à la fédération. Ils l'ont d'ailleurs intégré. Et tant mieux d'ailleurs pour les sportifs. Et maintenant, pour moi, c'est tous des athlètes de haut niveau. Et on a suivi les championnats du monde aussi en Argentine et tout ça, où la France a commencé à ramener vraiment beaucoup de médailles, et surtout au niveau des téléskis nautiques. Et nous, on était là en tant que presse, et c'est là où moi j'ai chialé, parce que je me suis dit, tout ce qu'on a amené jusqu'à maintenant, on y est arrivé, quoi. Ouais, ça Et paye on maintenant. y est, quoi. Ça paye maintenant, mais ça paye 20 ans après. Mais Ouais. bon, 20 ans pour faire tourner une fédération, c'est compliqué. Mais bon, elle a déjà tourné. Bon, c'est déjà un premier pas. Ok. C'est vrai que ça a changé depuis, hein, parce que maintenant ça fonctionne plutôt bien. Euh,
Donc ça, C'est fait. 2000, milieu des années Ouais, 2000. milieu des années 2000, quoi. Et à partir fin des années 2000, là, il y a quand même plein de choses qui se passent dans le câble. Il y a l'arrivée quand même des modules avec Unit, il y a l'arrivée des planches Flex. Ouais, il y Il y a, ple- a... il y a ple- il y a plein d'événements aussi, tu sais, on n'en a pas parlé, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du FIS et tout ça, c'est vrai Oui. nous on a organisé le FIS, enfin un Liche Communication qui était la société qui éditait le magazine aussi, qui était Mhm. partenaire du FIS et qui a organisé toute la partie wakeboard depuis le début 20 ans du FIS Ouais. et qui est monté en puissance, tu vois, qui au départ on faisait du wakeboard derrière bateau dans le port de Palavas Mhm. au FIS et après c'est devenu à travers des treuils sur les plans d'eau qu'on avait creusés sur le Zénith, qui étaient Ouais. des plans d'eau à 3 niveaux où on avait fait venir les Américains et tout ça, ils avaient vraiment kiffé. On avait fait 3 pool gap, enfin c'était énorme et c'était tracté par des treuils, tu vois, Ouais. des treuils, des treuils Des thermiques winch, quoi. ouais. Ouais, des winches. Et après, on est vraiment passé sur l'aspect téléski nautique quand le FIS est arrivé sur le LES et on est vraiment avec l'aspect module et l'aspect spectacle, tout ce qui s'est passé sur le FIS. Et on était là aussi au départ pour Ouais. vraiment faire évoluer le sport. Donc ça a été 10 années, enfin, non plus, 20 années d'organisation d'événementiel autour du wakeboard pour faire monter en puissance ce wakeboard et le faire reconnaître un peu au niveau des institutions et le faire connaître vis-à-vis du monde entier, quoi. Ouais, Et c'est le vrai que FIS l'a fait découvrir au niveau international, c'est quoi. énorme ce qu'a fait le FIS pour le wakeboard, Mhm. c'est vrai que c'est fou. Euh, moi, je me rappelle d'une compétition en 2012 Mhm. au téléski nautique du Gers. Ouais. Celle-là était vraiment assez incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc celle-là, donc le téléski nautique du Gers, j'étais un peu aussi à l'initiative de ce téléski, tu vois, ce qui a permis à Damien Deville, qui un jour est venu me voir chez un liche, et il me dit, Philippe, j'aimerais faire un stage chez toi. Ouais, je dis, ok, tu vas faire un stage chez moi, tu fais du wakeboard et tout, t'as un super niveau, tu veux faire quoi? Il me dit, je veux monter un téléski nautique. Donc il me dit, je veux faire un stage chez toi, chez un liche, pour monter le téléski nautique du Gers. Bon, j'ai dit ok, why not? J'ai dit mais bon, moi je vais pas pouvoir te suivre partout, je peux t'accompagner sur certaines, sur des demandes, sur quoi que ce soit. Mhm. Mais après, il va falloir que tu t'occupes vraiment de tout et de trouver, toi, d'aller voir la mairie, de demander les autorisations. Il me dit ouais, ouais, super motivé, il n'y a pas de souci, Philippe, je vais m'occuper de tout. Juste prends-moi un stage s'il te plaît. Et je dis ok, je te prends un stage. Et donc Damien vient un stage chez un liche pendant une année complète, enfin une année ou 6 mois, je crois que c'était le stage. C'était son stage de BTS ou un truc comme ça, d'Action Co. Et il fait le stage chez moi, et pendant ce stage chez moi, donc il monte tout le projet de téléski nautique du Gers. Il va le présenter au maire, on va le présenter ensemble, il le présente, on y va, on va faire la présentation. Et le maire il dit ok, why not? Tu vois, on est restés tous les deux un peu sur le cul, tu sais, on est d'avoir une réponse positive, tu vois. C'est vrai que le plan d'eau de l'île Jourdain, il tombait un peu en désuétude. C'était un peu la plage de Toulouse, mais qui a été un peu abandonnée parce que les gens ils pouvaient plus se baigner, parce que le lac était dangereux et tout ça. Et donc le maire, il a saisi cette opportunité pour vraiment créer le premier téléski nautique du Gers, puisque c'était le premier. Ouais. Et donc Damien, on l'a créé ensemble, quoi. On a fait le projet ensemble, on a monté tout le plan, le business plan. C'était un sacré gros business plan au départ, et puis on est parti là-dessus. Mais par contre, Damien, il s'est vraiment occupé de tout. Et c'est lui qui a monté ce téléski nautique, et maintenant on sait où en est le téléski nautique du Gers, tu vois. Ouais, c'est énorme. Et donc voilà un peu l'histoire aussi du téléski nautique du Gers. Donc Damien, dans le contrat qu'il m'a dit, où il m'a dit ok, on monte le téléski nautique du Gers, et le maire il a dit mais ok, vous montez le téléski, mais je voudrais qu'il y ait un événement dessus. Mhm. Bon, et nous, comme on fait à l'époque, moi je faisais pas mal d'événementiels et tout ça, et c'est vrai que Ça, il monte ça en 2010-2011 à peu près. ouais, c'est ça, Ouais. 2010, ouais, c'est ça, 2010, 2011, 2009, 2010, 2011, ouais, je crois que c'est ça, je crois qu'il est sorti en 2010. Et le maire nous dit, ok, mais il me faut un événement. Donc j'ai dit, ok, mais comme nous, tu sais, on fait pas les choses à moitié, on a dit, on n'allait pas faire un championnat de France ou quoi que ce soit, on a dit, ben, on va attaquer une Coupe du Monde. Mhm. Mais donc, pourquoi pas, why not? Donc je me rapproche de la fédération, ça posait des problèmes, machin, toujours, par rapport à Coupe du Monde, ça leur allait pas, machin. Ben après, on avait des sponsors, enfin des sponsors vraiment spécifiques comme Red Bull et tout ça, et c'était vraiment pas des sponsors conformes à ce que voulait mettre en avant la fédération et tout, c'est pareil. Donc moi, je me suis de suite rapproché des fédérations internationales et j'ai dit, moi, je vais à tout prix monter cet événement. Il faut qu'il y ait une fédération internationale qui me supporte sur cet événement. Et évidemment, je me retourne vers la WWA. Donc la WWA Monde, c'est vraiment l'association professionnelle. C'est là où tu vas pouvoir retrouver tous les wakeboarders professionnels, c'est-à-dire c'est les gens qui vont vivre de leur sport. Donc l'association, elle est basée à Orlando aux États-Unis. Mhm. Et tous les sportifs de haut niveau qui
veulent vivre du wakeboard, ils sont obligés d'aller là-bas et de vivre, d'adhérer à cette association parce que les compétitions, elles sont payées, il y a du cash prize derrière et les professionnels sont payés par les marques. Donc il fallait vraiment être adhérent de cette association pour vivre vraiment de ce sport. Et ils ont dit ok, ben nous ça nous intéresse de venir couvrir un événement en France et on vient vous couvrir avec les juges et tout ça, on vous amène tout le barda et on vient vous couvrir la compétition. Mais on organise une étape de la Coupe du Monde. Donc on faisait partir d'une tournée mondiale. Moi je dis ok, banco, on y va. Donc une des étapes de la Coupe du Monde de wakeboard WWA. Donc c'était ça, et ça s'appelait le Sorous Wake and Country et c'était en 2012. Parce que Sorous était le partenaire majeur, on va dire, c'est ouais, ça? Voilà, Sorous avait pris le partenariat titre, donc c'était notre sponsor principal. Parce que tu te doutes bien que pour arriver à budgétiser des organisations comme ça, il faut déjà pas mal de budget derrière. Enfin, pour financer ces organisations-là, il faut pas mal de budget. Et Sorous nous a mené déjà pas mal de budget. Et après, on avait vraiment des sponsors autour qui ont suivi Sorous et qui nous ont vraiment amené pas mal de budget, puisque c'est des événements à plus de 100 000 euros, 150 000 euros, donc où il y avait des concerts, où il y avait des stands, où il y avait tout un tas d'animations en plus de la compétition, les championnats du monde de wakeboard, et on avait vraiment une scène internationale, donc tous les meilleurs wakeboarders, puisqu'on faisait partie d'une tournée mondiale de wakeboard, tous les meilleurs wakeboarders professionnels et même les semi-professionnels étaient là, quoi, du monde entier. Oui, il y avait wakeboard et wakeskate et il y avait vraiment les stars, quoi. C'était incroyable. Tu avais toutes les stars, donc ça a permis à pas mal de Français de pouvoir rencontrer les stars thaïlandaises comme Daniel Grant, comme je sais pas, tous les riders internationaux, Dominique Gurs qui était un des meilleurs Allemands, tous les anciens. Et ce qui était sympa, c'est que c'était ouvert aux amateurs. Bien sûr, c'était ouvert aux amateurs, bien sûr. Moi, j'ai pu participer, je m'en souviens. Évidemment, c'était le but. Le but, c'était de faire une compète pro-am et de pouvoir mettre les amateurs avec les professionnels, tu vois. Et que tout le monde y trouve son compte et vraiment rentrer dans la famille du wakeboard, tu vois. Parce que pour moi, c'est une famille. Et je pense qu'on sera toujours une famille, même si la famille, elle s'est vraiment, vraiment bien agrandie actuellement. Mais ça reste la famille du wakeboard, quoi. C'était fou. Et je me souviens aussi, c'était une des premières aussi avec un format un peu différent, avec la jam. Voilà. Ça commençait déjà à révolutionner un peu mais parce que nous, avec Damien, ce qui nous a intéressé, si tu veux, c'est vraiment de développer les modules et tout ça, et développer le ride sur les modules. Et c'est vrai que c'était les premiers wake parks. Nous, on avait fait déjà vraiment bien avant, on avait commencé à faire les premiers modules à Sesquiar, où c'était vraiment déjà des précurseurs. Et puis Damien, il a saisi l'opportunité, puisqu'on avait vu ça aux Philippines, à CWC, où c'était un des premiers wake parks mondial, tu vois, international, où on avait vu des modules énormes. Enfin, et nous, ce qu'on voulait au TNG, c'est vraiment développer le même système. Donc, des modules partout, un maximum de modules sur l'eau, et un maximum de spectacles pour tout le monde. Donc, c'était une jam session, donc où les gens, où les compétiteurs, faisaient un run au travers des modules. Donc, c'était les meilleurs runs sur les modules. Et il y avait, on autorisait un seul blocage, c'est-à-dire au niveau des hard tricks, il y avait un seul hard trick dans le run, quoi. Donc, divisé par zone. Divisé par zone. Chaque zone. Plusieurs zones. Et donc, les riders pouvaient s'exprimer dès le départ sur leur run, quoi. Ouais, c'était fou. C'était magique. C'est vrai que c'était un énorme souvenir. Et ce qui est fou, donc, dans cette année 2012, c'est qu'il y a aussi juste à côté, un peu plus tard dans la saison, les championnats d'Europe à Sesquiar. Ouais. Ça, c'était quand même ouf. Ça, 2012, c'était... Les deux la même année. Donc là, par contre, organisé par la Fédération française de ski nautique, sur le plano de Sesquiar. Et pareil, tous les meilleurs compétiteurs. Donc là, on va passer sur l'autre fédération internationale, qui est l'IWWF, maintenant, qui était l'IWSF à l'époque, et qui est devenue aussi, qui a rajouté sa consonance wakeboard dans son appellation, et qui est vraiment très bien. Donc ça prouve que les fédérations, et même les fédérations internationales évoluent au niveau de notre sport, qui est le wakeboard. Et eux, ils ont organisé donc les championnats d'Europe la même année sur le plano de Sesquiar, pareil, et c'était au mois de septembre. Ouais, c'était dingue. Une belle année, hein, 2012, ça, c'était assez... on va s'en rappeler de ça. Ouais. Ok, donc là, 2012, 2013, 2014, toi, tu gères toujours Unleashed? Toujours dans le game, toujours Unleashed. Après, moi ça continue. Toujours à essayer de driver un peu les équipes de France de plus loin, là, parce que là, on avait de l'événementiel. Et après, c'était 2017, tu vois, 2014, 2015, 2017, c'était plus... Là, je suis parti vivre le rêve américain, quoi. Ouais. Donc, j'ai décidé de splitter Unleashed. Donc, c'était Rénal qui devait plus s'occuper de la partie française du magazine. Et moi, je partais pour les États-Unis pour aller
développer la partie internationale. Donc on a eu une opportunité avec Sophie, qui n'était pas encore ma femme à l'époque et qui est devenue ma femme de fait aux États-Unis, de pouvoir partir, elle, dans le cadre d'un plan social, puisqu'elle était directrice de production chez SFR. Donc elle s'occupait de tout le développement de la 4G. C'est elle qui s'occupait du développement de la 4G. Donc si vous avez eu la 4G dans les téléphones, elle y est un peu pour quelque chose, puisqu'elle était directrice de production et c'est elle qui a vraiment développé le réseau de la partie sud de la France. Et donc il y a eu un plan social chez SFR et elle s'est occupée de ce plan social aussi pour pouvoir faire partir les gens dans de bonnes conditions, et elle s'est mise aussi, elle, dans ce plan social parce qu'elle voulait faire autre chose, parce qu'elle voulait voir autre chose, et elle a dit bon, mais je fais autre chose. Et pour pouvoir partir dans ce plan social, il a fallu qu'elle ait un projet de vie en suivant. Donc elle a dit moi je veux, elle n'était pas très bonne en anglais, elle a dit moi je veux me spécialiser en anglais, donc je veux partir à l'étranger pour pouvoir me spécialiser en anglais. Et donc c'était son projet de vie, donc faire une formation en anglais à l'étranger, et on est parti à Orlando pendant 9 mois au départ, puisque SFR, dans le cadre du plan social, lui payait bien sûr 9 mois à Orlando, tout frais payé, l'école et tout ça, pour qu'elle aille apprendre l'anglais et se mettre à niveau en anglais. Et toi, en même temps, moi j'ai dit berceau du wake. Why not, le berceau du wake, la Mecque, c'est-à-dire là où il y a tout le monde, parce que tous les riders professionnels sont là. Parce que Orlando, c'est le seul endroit aux États-Unis où tu peux faire du wakeboard toute l'année, quoi. Que ça soit de janvier à décembre, tu peux faire du wakeboard. Donc tous les riders professionnels avaient leur bateau, avaient leur spot, avaient leur maison au bord du lac. Enfin, c'était l'endroit idyllique. Et moi, pour les reportages, si tu veux, j'étais à la maison. Donc moi, il me suffisait d'aller chez les uns, chez les autres, chez Parks Bonifay, chez Darin Shapiro, chez tout, en fait, même les anciens, tout ça, tu vois, chez Sean Murray, on était à côté, on se voyait tous les jours. Moi, j'allais au câble à Orlando. C'était un des premiers wake parks, tu vois, dans le monde qu'ils avaient créé à Orlando au WC. Et donc j'étais vraiment à la maison. Moi, j'ai dit ok, Sophie, on s'en va, mais on va là-bas. Donc on a passé 9 mois là-bas, et pendant ces 9 mois, donc je faisais mon petit business. Moi, Sophie allait à l'école, elle apprenait l'anglais. Moi, je faisais mon petit business avec le magazine, et je commençais à développer, à prendre des gens là-bas en freelance et développer le magazine international en anglais, bien sûr. Donc j'avais une nana qui s'appelait Vicky et qui était du Texas et qui s'occupait de toute la partie anglaise du magazine, et j'avais des commerciaux là-bas, enfin tu vois, pour trouver des annonceurs. On était proche de Liquid Force, on faisait Surf Expo chaque année, donc si tu veux, on était vraiment dans la Mecque, on était vraiment au milieu, et ça m'a permis vraiment de développer le magazine là-bas et de pouvoir avancer sur le magazine. Donc le seul problème que j'avais, c'était qu'on était bloqué au bout de 9 mois, on prenait un coup de pied au cul et ils nous mettaient dehors. Donc moi, en même temps que je commençais à initier le magazine, je me suis dit, je vais faire une demande de visa. Donc j'ai fait une demande de visa là-bas aux États-Unis. Donc je pouvais faire une demande de visa du fait de toutes mes parutions, de tout ce que j'avais fait dans le wakeboard. Et donc on a réussi à avoir un visa qu'il a fallu que je paye, évidemment. C'était $5,000. Là-bas, tout se paye aux États-Unis. Le visa, mais ça m'a permis d'avoir un visa pour 4 ans, et que c'était un visa O1. Donc c'était un peu les artistes et les êtres exceptionnels. Donc je veux pas me jeter la... Je ne vais pas me la raconter, mais bon, si vous regardez les caractéristiques du visa O1, c'est celui que j'avais, et c'est ces caractéristiques-là. Donc, j'ai pu rester aux États-Unis pendant 4 ans. Donc, ce qui nous a permis, de monter une société là-bas. Donc, j'ai eu ma première société aux États-Unis, où on était 50-50 avec Sophie, et elle, du fait que moi, j'ai le visa O1, elle avait le visa O3, donc c'est le O3, et où elle pouvait être avec moi aux États-Unis, elle pouvait rester avec moi, de fait. Mais il a fallu se marier pour ça. Mais bon, c'était pas pour ça que je me suis marié avec elle, quoi. À la base, c'était l'amour. Donc, je me suis marié avec elle, et nous, ça nous a permis donc de rester 4 ans de plus là-bas, et de développer le magazine, et de développer un Leash Communication Agency, comme on dit aux États-Unis, et où on a pu travailler sur les événements, et où j'étais missionné par la WWA justement pour faire des actions sur leurs événements internationaux qu'il y avait aux États-Unis, dans le monde entier. Donc, j'ai fait un peu le tour du monde aussi avec la WWA, et c'est là aussi où j'ai pu commencer à avoir mes titres, moi, perso de champion du monde, puisque j'étais sur les championnats du monde, et je faisais la double activité, donc je leur faisais la presse, et en même temps je pouvais faire les compétitions, et ça c'était top, puisque c'était payé par la WWA, donc j'avais rien à dépenser, et tu pouvais quand même je pouvais faire des compétitions, tu vois, je profitais de tout. Donc ça m'a permis de faire mes compétitions, et c'est vrai que j'ai eu mes titres de sportif de haut niveau, mais sur le tard, puisque c'était dans les catégories vétérans, puisque j'avais déjà plus de 40 ans, et au-delà de 40 ans tu passes en vétéran. Mais j'ai quand même eu plusieurs titres de vice-champion du monde, et surtout le titre suprême de champion du monde à Abu Dhabi en 2013, tu vois, et c'était 2013, c'était c'était pas 2017, c'était bien avant, où j'ai eu tous les titres, quoi.
On est revenu en arrière. On est revenu un peu en arrière, oui, pardon, je m'étais perdu. Non, Ça, c'est la vieillesse, c'est la vieillesse. Il y a tellement de choses à raconter que ça se comprend aussi. Hein. C'est assez incroyable. Ok, donc là tu développes Unleashed à l'international. Exact. Et donc oui, donc là on est aux États-Unis, donc on passe et pendant cette période aux États-Unis, si tu veux, j'avais une idée qui me trottait derrière la tête. Donc cette idée me trottait derrière la tête, je me disais mais il faut que je fasse quelque chose là pour les téléskis nautiques parce que on n'en entend pas plus parler que ça, si tu veux. Donc ce qui m'est venu à l'idée, c'était vraiment de dire je vais sortir le guide des téléskis nautiques. Donc j'ai sorti un guide évidemment des téléskis nautiques et c'était évidemment un guide papier, tu vois, parce que j'étais dans l'impression, donc pour moi c'était plus facile de sortir un guide papier. Donc ce guide papier, il a été diffusé à plus de 10 000 exemplaires et un peu sur toute la planète. Donc moi j'étais rentré en relation avec toutes les structures. À l'époque, la première année, il y en avait 300 téléskis nautiques, donc c'était relativement jouable. La deuxième année, déjà, on était passé à plus de 450. Donc si tu veux, il y avait une centaine de téléskis nautiques avec les 2 poulies qui s'étaient montées dans une année. Et c'était vraiment exponentiel, quoi. Enfin, c'était explosif. Il y avait des sociétés qui montaient les téléskis nautiques parce qu'au départ il y avait que Rixen, mais après il y a eu Cecitech, il y a eu Workstation, il y a eu 10 000 il y a eu Cable, je sais plus combien de sociétés. Il y a eu plusieurs marques qui se sont montées et donc ça fleurissait. Et donc moi je pouvais plus suivre avec mon guide des téléskis nautiques papier, comment tu voulais qu'il soit à jour chaque année. Donc on a eu l'idée de sortir une carte sur Google et j'ai dit sur cette carte Google quand même je vais référencer tous les points. Donc j'ai référencé tous les points, je vais essayer de la faire un peu rapidement. J'ai référencé tous les points sur cette carte-là et des téléskis nautiques, donc ça allait vraiment mieux. Et cette carte-là, on l'a diffusée, tu vois. Mais on n'y croyait pas du tout, tu sais. On a dit, bon, une carte digitale, machin, une Google, où on avait vraiment mis tous les points. Mais sur cette carte-là, on a eu un succès fou, puisqu'on a eu plus de 150 000 visites la première semaine. On a dit, waouh, le truc, quoi. Enfin, le truc qui marche, qui cartonne. Donc, si tu veux, il y avait vraiment une appétence à ce niveau-là. Et c'est un peu de là, de ce que j'ai produit à ce niveau-là, qu'on a eu l'idée de sortir Spotyride. Si tu veux, Spotyride, l'idée, elle vient de là. Elle vient de se dire, moi, ce que je veux, c'est vraiment référencer les structures. Au départ, c'était vraiment téléski nautique, mais maintenant, avec Spotyride, on référence toutes les structures nautiques sur une verticale nautique parce que je veux vraiment rester là-dessus. Voilà, Spotyride, on redit, c'est le projet sur lequel tu bosses actuellement. C'est exactement. Ce qui te prend le plus de temps. C'est mon projet actuel, mais le projet, l'histoire est venue de là, quoi. Exactement. Et donc tu disais, je t'ai coupé, tu références pas que les wake parks, mais vraiment toutes les bases de voilà. nautiques. Donc là, au niveau du référencement des wake parks, je pense qu'ils y sont à peu près tous, sauf les nouveaux maintenant, puisqu'il faut les mettre à jour. Mais là, on référence vraiment toutes les activités qui vont se passer autour des activités nautiques, que ce soit du sport ou du loisir. Donc ça va être même au niveau des aquaparks, ça va être du canyoning et du rafting, tu vois, au niveau de la montagne, et vraiment tout ce qui se passe sur les plans d'eau intérieurs, sur les plans d'eau extérieurs, enfin sur la mer, un peu partout, quoi. Et là, on est international, puisque cette année on a ouvert aussi le Portugal, puisque j'ai des BizDev. Moi maintenant on a monté une structure à Montpellier où il y a actuellement 11 personnes qui travaillent avec moi, et là c'est vraiment une société où c'est des gens que j'ai embauchés, et on a des BizDev qui travaillent justement sur le développement sur les pays. Donc on a développé le Portugal là cet hiver, et là on est en train d'attaquer l'Espagne, et en même temps on travaille évidemment sur la France, et on développe tout un tas de nouvelles fonctionnalités sur la solution pour vraiment aider les responsables de structure à se digitaliser. On les accompagne dans la digitalisation à moindre coût, quoi. Et c'est pas qu'un annuaire, tu peux aussi réserver, c'est ça il y a tout un tas de fonctionnalités dessus. Oui, tu peux faire de la réservation en ligne, on a tout prévu. Les structures qui ont déjà de la réservation en ligne, qui ont déjà un module de réservation en ligne, on les connecte aussi sur Spotyride, il n'y a aucun problème, tu vois. On a fait une solution, on a essayé de faire une solution qui est super ouverte pour que vraiment connecter tout le monde. Moi, ce que je veux, c'est vraiment être la solution où tout le monde va se connecter, où tout le monde va chercher dessus, tu vois. Parce que Google, quand il te faut chercher une activité nautique, c'est vrai que c'est compliqué, ça devient de plus en plus compliqué. Alors que nous, sur Spotyride, tu es géolocalisé, tu sais, du fait que tu sois géolocalisé, on a sorti 2 applications, une iOS, une Android. Du fait que tu sois géolocalisé, tu sais déjà exactement ce qu'il y a autour de toi. Et tu as aussi bien au niveau des téléskis nautiques que des aquaparks, que des structures de canoë, que des écoles de kitesurf, des écoles de surf. Enfin, on touche tout, quoi. Et ça, tu l'as peut-être dit tout à l'heure, excuse-moi, vous êtes à combien de structures référencées maintenant ? Là, on est là sur la solution, on est à 2500 structures référencées. C'est déjà pas mal, mais je pense qu'on va être à plus de 3000 à la fin de l'année.
Et là, on travaille vraiment avec les régions. Là, tu vois, on a un gros projet avec la région PACA qui nous a casté justement, nous, comme solution pour pouvoir développer des produits vraiment spécifiques et qui vont être mis en service en 2023. Et c'est pour les prémices des JO 2024. Donc, on va sortir des passes qui vont pouvoir être accessibles à partir de tout le monde sur les JO 2024. C'est-à-dire que les gens qui viendront visiter la France, ils pourront acheter des passes digitaux, SpotiRide, et à travers ces passes digitaux, ils pourront pratiquer toutes les activités nautiques qu'ils le souhaitent sur les régions. Donc là, on est en train de faire un POC avec la priorité sur la région PACA, et ça va être normalement généralisé à toute la France dans le cadre des JO 2024. Quoi. Super. Bah, félicitations, ça c'est vrai que c'est un sacré projet, SpotiRide. Tu passes, t'es passé de l'association de Wake à la production magazine papier, C'est et ça. maintenant tu te digitalises, tu es sur de la start-up. Moi, j'ai un peu été tout un état sportif aussi de haut niveau, et le sport c'était ma passion. J'ai toujours eu cet esprit entrepreneur, et tout le monde pourra te le dire dans le milieu. Dès que j'ai pu accompagner quelqu'un, que ce soit les gamins à partir de 11 ans sur les téléskis nautiques, jusqu'aux équipes de France et jusqu'à après des personnes qui veulent travailler dans le milieu. Moi, mon but à la base, c'était vraiment que les gens qui sont passionnés par le wakeboard puissent travailler sur le milieu du wakeboard, c'est-à-dire qu'ils aient des tafs et des tafs qui soient payés, parce que je savais très bien que pour arriver à payer un sportif, c'est compliqué au départ. Ouais. Et le sponsoring en France et en Europe, c'est toujours compliqué. Il n'y a qu'aux États-Unis où tu peux en vivre, quoi. Moi, ce que je voulais, c'est que les gens, quand même, ils travaillent dans leur milieu qui leur plaît, parce que c'est toujours pareil, quand on travaille dans sa passion, on n'a jamais l'impression de travailler, et qu'ils puissent aussi pratiquer leur passion, tu vois, en même temps. Ouais. Et c'était ça mon objectif de départ. C'était de donner du travail aux gens et qu'ils puissent vivre de leur passion. Bah, c'est assez ouf, quoi. C'est la motivation la plus noble qui puisse être pour développer le sport qui nous passionne. Félicitations, c'est génial. Merci Xavier. Et là, je suis vraiment très fier de tous les gérants de téléski nautique. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tous les gérants des téléskis nautiques, c'était des pratiquants, c'était des gars qui ont fait de la compétition avec moi. Et la plupart des gérants de téléskis nautiques, maintenant, c'était des anciens sportifs. Ouais. Et eux, ils ont réussi, grâce aux téléskis nautiques, à vivre de leur passion, puisqu'ils ont monté leur base de loisirs. Mais enfin, maintenant, c'est plus que des téléskis nautiques, c'est carrément des bases de loisirs. Et ça devient vraiment rentable, tu vois, de travailler dans... Et c'était ça l'objectif. Au départ, il y avait 5 téléskis nautiques. Et maintenant, on est à plus de 100 en France, quoi. Donc, Qui étaient en plus la plupart pas forcément privées, c'était parfois des bases publiques. C'était des bases publiques avec des associations derrière, tu vois, comme Neu-les-Mines, c'est toujours la mairie qui tient le téléski nautique. Et il est fait sur un ancien terril aussi, il y a la piste de ski, de snow et tout ça. Et tu vois, mais c'est toujours la mairie qui tient ça. Il y a des associations derrière, mais au départ, c'est vrai que nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment démocratiser le sport, c'est qu'il y ait le plus de personnes. Enfin, on ne s'est pas substitué à la fédération, mais le but du jeu, c'était ça, quoi. Le but du jeu d'une fédération, pour moi, c'est de démocratiser le sport et qu'il y ait de plus en plus de pratiquants. Et nous, ça, on a réussi à le faire grâce au téléski nautique et grâce aux gens qui se sont investis et qui étaient des anciens compétiteurs et mes anciens collègues sur les compétitions. Et la moitié des gens qui tiennent des téléskis nautiques, enfin, je suis très fier d'eux, de ce qu'ils sont arrivés à faire, et c'était vraiment mon objectif de départ, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, la France est, je crois, numéro 2 en termes de... Numéro 1 ou 2 Numéro 1 ou 2. Enfin, je pense qu'elle est numéro 1 maintenant avec les deux poulies. Je pense qu'elle est numéro 1 au niveau des lieux de pratique. Nombre de sites, ouais. Nombre de sites, je pense qu'elle est numéro 1. Ouais, c'est énorme. On a dépassé l'Allemagne sans problème. Dans l'Allemagne, tu trouves un téléski nautique tous les quarts d'heure. Mais bon, les Allemands, ils sont allés plus vite aussi parce qu'eux, ils avaient la problématique des vers qui étaient derrière et ils pouvaient pas faire de bateau sur les lacs, quoi. Parce qu'ils avaient une problématique écologique, tu vois. Et cette problématique-là, on l'avait pas en France. Mais ça a permis, eux, de développer très vite le téléski nautique. Et ça a permis de dynamiser pas mal de lieux de pratique. Et nous, c'est vrai qu'en France, on y arrive un peu, enfin, c'est même pas sur le tard, maintenant on est bien, mais on les a dépassés, quoi. Et c'est vrai que les États-Unis, moi j'ai vu le téléski nautique aussi arriver aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est quand même un peu le pays de je me la raconte, les bateaux, enfin, j'ai de l'argent, c'est le rêve américain, tu vois. Mais c'est vrai que les téléskis nautiques, ils sont arrivés très vite. Et moi, je savais très bien que les Américains, dès qu'ils allaient se mettre au téléski nautique, ils allaient envahir le marché. Et ça a fleuri aussi à une vitesse parce que eux, ils ont de l'argent, ils ont des investisseurs derrière, ils ont demandé les droits pour pouvoir s'installer sur des lacs et tout ça, et ils les ont eu. Il y a des grosses associations comme la WSIA, tu vois, qui est la Water Sport International Association, qui les a aidés, et c'est vraiment un des gros groupements derrière qui les a accompagnés. Ils sont allés super vite et ils ont rattrapé leur retard, quoi. Parce que ces bases de loisirs, pour moi, c'est le futur.
Tu penses à quelques-unes en particulier aux États-Unis? Aux États-Unis, il y a tout, enfin, au WC au départ. Après, Ouais. il y a tout ce qui s'est fait en Floride. Il y a le Miami Wake Park aussi. Ouais. Après, je les ai plus, je les ai plus toutes en tête, mais il y en a 7 ou 8. Il y a Tampa aussi. Mm. Et après, il y a ceux du Texas, évidemment, Les BSR, BSR et tout, ouais. où ils ont, enfin, BSR, c'est Stuart qui était un grand, un milliardaire parce qu'il s'occupait de tout ce qui est la fabrication des toits au niveau du Texas, c'est-à-dire que c'était lui qui fabriquait tous les toits des écoles et tous les toits de toutes les infrastructures américaines au Texas. Ouais. Et lui, c'était un passionné aussi, pareil, Stuart Parson, c'était un passionné de bar-foot au départ. Mhm. Et donc il a dit, je vais développer une base. Et lui, c'était plus de faire du bar-foot et tout ça. Et après, il a mis le premier téléski. Il a mis le premier water jump, le Énorme. géant, le Ouais. truc le plus gros des États-Unis. Évidemment, aux Ouais. États-Unis, on fait jamais rien, les choses à moitié. Et après, évidemment, il a mis la première vague artificielle et son site, il a explosé, quoi. Il a vraiment explosé, quoi. Et c'est comme ça que c'est vraiment devenu une super grosse base de loisirs sur lesquelles on a fait pas mal de compétitions aux États-Unis et qui est vraiment un super spot, quoi, à BSR. Eh ben, t'en as des choses à raconter, on est déjà à 49 minutes et tu nous as toujours pas parlé de la figure que tu as inventée. Tu me parlais de ça tout à l'heure. Tu me disais que tu avais inventé une figure en wakeboard. Ouais, c'est clair, mais bon, de toute façon, enfin, je pense que les anciens vont se rappeler. C'est vrai qu'au départ, j'avais quelques difficultés, mais ça, c'était vraiment au début. Maintenant, ça va vraiment mieux en blocage. Ouais. Où j'avais quelques difficultés à envoyer des saupers en blocage, parce qu'au début, évidemment, sur les téléskis nautiques, on n'avait pas de module. Donc, il fallait tous les tricks qu'on faisait, et on voulait faire des sauts périlleux, c'était des hard tricks, et donc c'était du blocage. Il fallait bloquer pour pouvoir s'envoyer en l'air au téléski. Et donc, moi, je faisais mon premier trick, ça a été le backroll, après ça a été le relais, après il y avait, et le backroll, évidemment, je mettais toujours le cul dans l'eau à ma réception. Et j'arrivais jamais à être assez haut pour le backroll, je le tournais super rapidement, mais j'étais jamais assez haut, et j'avais toujours le cul dans l'eau. Et donc, tous, ils ont nommé cette figure-là le Siresh Roll. Donc, si vous faites un backroll avec le cul dans l'eau, ça sera un Siresh Roll. Ouais, je suis désolé, Voilà. mais bon, j'ai quand même inventé une figure, et j'en suis peu fier, même si c'est pas une figure super énorme, c'est pas un double S-bend to blind ou un triple S-bend ou tout ce que vous voulez. Mais bon, c'est quand même une figure avec mon nom. Ouais, c'est bon ça, c'est génial. Ok, bah écoute, on a bien parlé. Je pense que si t'as à la limite, on demande ça à chacun de nos invités, peut-être une petite anecdote un peu, un petit souvenir qui te revient sur tes longues péripéties à droite à gauche partout dans le monde. Est-ce que Oh. tu as deux, trois souvenirs qui te reviennent comme ça, Oh, que mais tu as envie de partager comme ça? j'en ai tellement de trucs où il s'est passé 1000 choses. Bah, des trucs qu'on en peut raconter Australie, quand même, ouais, qui des sont trucs, clean, hein. des trucs, oui, évidemment, des trucs qu'on peut, des trucs qu'on peut raconter. On en a eu 10 000. Enfin, celui qui nous a le plus marqué, par exemple, c'était au championnat d'Europe à Budapest, où c'était la cérémonie d'ouverture, donc évidemment toutes les équipes défilaient avec le drapeau, les machins et tout ça. Et à Budapest, il y avait un energy drink qui s'appelait Bomb. Et nous, c'était pas Red Bull, c'était Bomb, donc on était désolé. Enfin, c'était l'énergie drink et tout ça. Ouais. Bon, après, il faut pas le prendre mal. Enfin, on a bien rigolé et eux aussi, ils ont bien rigolé. Et donc vient le tour des Israéliens de défiler. Et évidemment, tous nos potes israéliens, évidemment, ont commencé à leur balancer nous de l'énergie drink sur les Israéliens. Oh là. Et donc ça a fait une super, enfin tout le monde a super rigolé comme si on balançait des bombes sur l'Israël. Enfin, c'était un peu pour l'anecdote. Ouais, en Bon, plus c'était à une époque où c'était ouais, peut-être pas où c'était chaud quand même en Israël et tout Ah ça. ouais, vous êtes chaud. Et eux, et après pour vous dire, on a fait toutes les équipes avec des super relations. D'ailleurs, les riders israéliens étaient vraiment super, et c'est vrai qu'ils ils ont des problèmes dans leur pays, et on les déplore tous ces problèmes de guerre et tout ça, tout ce qui se passe actuellement, enfin, en Ukraine, en Russie et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a des potes partout, et on a des potes ukrainiens, on a des potes russes, et qui font du wakeboard, et C'est la compliqué, ouais. guerre, ça pourra pas, ça va pas nous empêcher que ça soit nos potes, quoi. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'une guerre, c'est les responsables des pays qui déclenchent des guerres. C'est pas généralement les gens qui habitent dans le pays qui vont déclencher une guerre. Donc Israël et tout, c'était pareil aussi avec les Palestiniens, ils étaient tout le temps en guerre et tout ça. Et donc c'est vrai que eux, ils ont subi aussi, comme les Palestiniens ont subi. Enfin, toujours les guerres, c'est toujours les populations qui subissent les guerres, et c'est pas eux qui les déclenchent. Et on avait nous dans la famille du wakeboard, parce que c'est vraiment une famille.
Il n'y avait pas d'histoire de guerre ou quoi que ce soit. On était tous ensemble et quand il fallait faire la fête, on était tous ensemble et on a passé des super moments avec tous les pays. Et je pense que s'il y avait que des wakeboarders sur la terre, il y aurait plus de guerre. Oh, c'est une phrase qui restera, c'est énorme. Bah, merci, ça c'est génial. Ok, cette petite anecdote, elle est très sympa. Elle est peut-être un peu borderline. Ouais, les border, mais je pense qu'elle peut passer. Ouais, allez, bon, après, si t'en as une autre, Your Sofer et tout ça, ils ont rigolé avec nous et c'était vraiment dans sympa, la bonne quoi. ambiance. C'était vraiment dans la bonne ambiance, quoi. Ok, bah merci Philippe. Ouais, c'est clair que je peux pas tout raconter. Il y a tellement de choses à raconter sur nos voyages, sur nos événements, enfin sur l'événementiel. C'est vrai que là où je me suis épaté, c'est justement quand j'ai fait le visa pour aller aux États-Unis et qui justement le dossier pour faire le visa pour que moi je suis admis aux États-Unis, il fait 180 pages. Donc imaginez 180 pages sur moi. Il a fallu quand même que j'en raconte et au final on a réussi à trouver avec mon avocate par rapport à toutes les parutions et tout ce que j'avais fait et tout ce que j'avais organisé. Et toutes les associations qu'on a créées et tout ce que j'ai fait dans ma vie de wakeboarder et de compétiteur et de sportif de haut niveau, on a réussi quand même à remplir les 180 pages du dossier pour que je puisse me faire admettre aux États-Unis. Ouais. Quoi. Donc c'est vrai que quand j'ai fait la liste de tous les événements que j'avais organisés à partir de 98, puisque mon premier événement je l'ai fait à Sesquières en 1998, jusqu'à maintenant, jusqu'au visa et jusqu'à maintenant, jusqu'après le visa, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'événements et ça m'avait quand même assez époustouflé d'avoir fait tout ça. Et c'est vrai que quand on fait, c'est là où on se rend compte, c'est comme quand quelqu'un va écrire un livre, se dire, ben voilà, j'ai fait tout ça dans ma vie. Ouais, c'est agréable. Et c'est quand même assez énorme de se remémorer le passé, de voir tout ce qu'on a pu réaliser et de voir où en est le sport actuellement, quoi. T'as la tête dans le guidon quand t'es passionné, t'avances, Ouais. et puis ça fait du bien de prendre du recul pour voir que tout ce que t'as accompli, c'est vrai que ça. c'est assez ouf. Ça fait toujours bizarre, quoi. Et mais en plus, ce qui est beau, c'est que c'est pas fini. Qu'est-ce que tu nous prépares un peu pour la suite maintenant? Donc maintenant, le magazine il tourne toujours aussi pareil, mais c'est vrai que maintenant c'est plus sur internet, donc ça va être plus de site internet où on fait quelques news et tout. Et j'arrive encore à maintenir avec la petite équipe un peu de news. Et bon, après, on a des magazines concurrents et tout ça. C'est bien que le milieu se soit développé et qu'il y ait d'autres personnes aussi qui prennent le relais. Donc, je pense aussi à Dahu, qui a aussi développé une partie, tu vois, et qui a pris une place qui était un peu vacante où il y avait des vidéos et tout ça à faire, Carrément. des vidéos d'initiation. Et c'est vrai que c'est bien qu'il y ait. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait encore plus de personnes qui prennent le lead et qui s'investissent pour pouvoir faire de la médiatisation de ce sport et continuer. Et moi, pour le moment, il faut vraiment que je me consacre à Spotiride et vraiment développer Spotiride parce que Spotiride, ça va pas rester en France. C'est déjà parti sur l'international. Et mon but du jeu, c'est que ça soit mondial et que vous puissiez, en vous promenant, grâce à Spotiride, aller visiter tous les spots de la planète et des très gens qui cherchaient juste une école de surf. Ouais. Finalement, ils pourraient tomber sur un téléski et Exactement. découvrir le wake de cette façon-là. Mais C'est ça qui est maintenant, génial. tout ce qui se pratique sur l'eau, tous les riders, c'est des multi-pratiquants. Moi, je sais qu'ils font du surf, ils vont faire du foil, ils vont faire du wake, ils vont faire de la planche, ils vont faire de la voile, ils vont faire... Enfin, tout ce qui touche à l'eau, généralement, les gens, ils font plusieurs activités. Et moi, l'avantage avec Spotiride, c'est que tous ces gens-là, j'arrive à les rassembler sous une application et sous une solution digitale, et ce qui leur permet, évidemment, de trouver les lieux de pratique. Et moi, cette année, j'ai été surpris parce que je continue à pratiquer. Je vais sur certains spots comme Exo 84, qui est un des spots les plus près de Montpellier, tu vois. Donc, ça me permet d'y passer du temps. Et parce qu'il y a Marc Langlois qui s'occupe du spot et qui a été un ancien des équipes de France, tu vois, et que j'avais amené en Australie et tout. Et donc, l'année dernière, il y a des jeunes qui sont arrivés et qui sont venus nous voir et ils m'ont dit, ouais, c'est toi Spotiride? Ben, je dis, ouais, c'est moi, on a développé. Ben, dit, mais c'est super, nous on l'utilise parce qu'on fait une tournée des téléskis. Ah, yes, Et ouais. donc, grâce à Spotiride, ça nous permet d'aller d'un téléski à l'autre et on sait exactement où aller. Et on a l'itinéraire, il y a juste à rentrer le point et et donc, ça nous permet de faire une tournée de téléski. Ben, j'ai dit, c'est super, les gars. Si on est arrivé là, c'est qu'on a réussi, quoi. Trop bien, trop bien, trop bien. Eh ben merci. Si tu as peut-être un petit truc à nous dire sur toi, ta vision de où est-ce que va le wakeboard et le ski nautique en général, comment tu vois un peu l'avenir pour les prochaines années? Tu penses que ça va... Qu'est-ce qui se prépare? Je pense que ça va bouger, ça va bouger. Mais enfin, dans tous les cas, il va falloir que ça bouge parce que si on veut qu'un jour
le wakeboard devienne olympique, il va falloir faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça veut dire qu'il va falloir que les deux associations internationales mondiales s'unissent pour qu'on puisse avoir un poids, si tu veux, vis-à-vis du CIO et de pouvoir présenter quelque chose et qu'il y ait aussi des marques qui vont venir, si tu veux, amener un peu plus d'argent justement pour que ce sport il rentre aux Jeux Olympiques parce que jusqu'à maintenant, on n'y arrive pas. Et je pense qu'on n'y arrivera pas tant qu'il n'y aura pas une association mondiale de wakeboard comme ils ont fait un peu pour le surf, pour que le surf rentre aux Jeux Olympiques. C'est une association mondiale qui a pris le lead de toutes les associations pour pouvoir faire rentrer le surf aux Jeux Olympiques. Et moi, je me dis que si on n'arrive pas à créer cette association mondiale de wakeboard qui va unir en dessous les deux associations majeures qui sont la WWA et l'IWWF, on n'arrivera jamais à être aux Jeux Olympiques. Donc, mon objectif, ça serait un peu de voir comment on peut mettre les personnes, amener du budget, faire grandir moi Spotiride pour qu'on puisse créer une fondation derrière. Et cette fondation-là qui va servir à pouvoir développer aussi des nouveaux projets et des nouveaux projets pour la planète aussi, tu vois, pas que pour le wakeboard et tout ça. Mais c'est vrai qu'on a un gros boulot en RSE au niveau de la planète et au niveau du cleanage. Et je comprends pas, si tu me laisses la parole, je comprends pas que les fortunes mondiales, que ça soit Elon Musk, que ça soit Mark Zuckerberg, que ça soit Amazon, que ça soit Microsoft et tout ça, eux qui ont des millions, je comprends pas pourquoi ils prennent ces millions-là pour aller dans l'espace, alors qu'on a un boulot de cleanage de la planète à faire. Et ils pourraient mettre juste 10% de ce qu'ils gagnent, on ferait un boulot juste phénoménal sur comment cleaner les océans, cleaner les plans d'eau et cleaner la planète, tu vois. Et ça, c'est un peu mon objectif. Et moi, ce que j'aimerais, tu vois, si un jour j'arrive à vraiment gagner de l'argent avec Spotiride, cet argent, je m'en fous. Moi, je veux pas être milliardaire et c'est pas mon ambition. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir toujours pratiquer mon sport, être en forme, en bonne santé, tu vois, et rester, tu vois, en activité. Moi, ce que je veux, c'est que cet argent-là, on puisse l'investir dans une fondation et qui arrive à mettre de l'argent dans toutes ces causes-là, tu vois, et vraiment aussi faire progresser mon sport, évidemment, et aider les jeunes à rentrer dans ce sport-là et pouvoir les financer, quoi, et les aider dans ce financement-là, tu vois. C'est beau. Voilà mon objectif de vie. Ça. C'est ambitieux, mais pour l'instant, on a l'impression que ça te réussit d'être ambitieux. Mais il faut, de toute façon, dans la vie, il faut être ambitieux. Si on n'a pas d'ambition, je vois pas. Enfin, il n'y a pas de raison de vivre, quoi. Il faut qu'il y ait une ambition. Il faut qu'il y ait une ambition cette ambition, elle serve aux autres, quoi. Il faut pas qu'elle te serve qu'à toi. Si elle te sert qu'à toi, elle sert à rien, quoi. C'est beau ça aussi. Je vais être philosophe. Je suis très philosophe. Merci Phil Sirech. C'est vrai qu'on t'appelle souvent Phil Good aussi. Ou alors Tonton Phil pour les petits jeunes que j'ai mis dans le sport. Et c'est Uncle Phil, quoi, au niveau des États-Unis. Et c'est vrai que j'ai accompagné pas mal de gamins et c'est ça qui me fait kiffer, quoi. C'est beau. Merci encore pour ce moment. Je vais juste te demander, pour clôturer un peu le podcast, que tu me dises quelle personne t'aimerais voir dans les prochains épisodes de ce podcast. Loïc Deschaux par exemple, tu vois, parce que c'est un peu les riders qui montent et j'aimerais bien voir des petits gamins, enfin c'est plus des petits gamins maintenant, c'était des petits gamins à l'époque, et les petits gamins c'est Ethan aussi, pareil, tu vois, dans le câble, mais ça va être des futurs tueurs parce qu'ils ont ça dans le sang. Et moi j'ai vu Daniel Grant depuis tout petit, c'est moi qui l'ai filmé, qui ai filmé ses premiers tricks, tu vois, à Thai Wake Park, et tous ces petits gamins là qui arrivent en France, même le frère de Loïc, tu vois. Et c'est pareil, tu vois, il y a toute une nouvelle génération qui va arriver et qui va tout démonter à wakeboard. Et c'est ces gamins-là qu'il faut accompagner, quoi. Le fils Marin Rouquier, enfin, j'en ai 1000, quoi. Et moi, moi, je suis fan de petits gamins, tu vois. Comme Bobby Grant, tu vois, le frère à Daniel Grant, j'étais son plus grand fan. Et il était tout petit. Et tu vois, ça devient un tueur aussi, tu vois, parce que son frère était un tueur. Avec un lit, je les avais accompagnés aussi à travers le magazine pour vraiment les mettre en avant. Et c'est ça, moi, ce qui me plaît, c'est la relève. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on entende parler de cette relève-là, mais tu vois, dire comment eux ils vont voir le wakeboard du futur. Ça marche. Parce que le wakeboard, c'est eux, quoi. C'est entendu. Et on ira à leur rencontre, peut-être Loïc ou Ethan, s'ils nous écoutent. On leur redonnera rendez-vous. Ça marche. Merci encore, Phil. C'était top. Je pense que tu as encore beaucoup de choses à nous dire, mais on se retrouvera peut-être pour un prochain épisode ou un live ou quelque chose. Ouais, carrément. En plus, bravo Xavier pour ce que tu fais déjà. Voilà. Toi déjà, merci pour tout ce que tu es en train de mettre en place et c'est génial. Et je serai toujours derrière ces initiatives-là et si on peut t'accompagner, on t'accompagnera. C'est gentil, mais du coup, je comprends mieux que c'est en partie grâce à toi si aujourd'hui je fais du wake. Donc, je te dis encore merci. Merci pour ce moment, c'était génial. Et on se dit à la prochaine. Merci Xavier, à bientôt. Ciao, ciao.
Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wakepark sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao!